Je voudrais vous présenter aujourd'hui Jean-Claude Vrina, qui est un des plus grands personnages de la salle de l'après-guerre. C'est en particulier lui et sa personnalité qui a donné l'idée en partie au réalisateur Jacques Besnard du personnage de Monsieur Septime dans le film Le Grand Restaurant en 1966. En effet, il était omniprésent dans la salle, faisait remarquer des petites erreurs à ses employés par des petits bruits imperceptibles. Son restaurant faisait partie du club très fermé des très grands établissements du service en salle, avec la Serre, le Grand Véfour, Maxims, le Doyen, la Tour d'Argent et le Lucas Carton dans les années 60. C'est en 1948 que son père, André Vrina, obtient sa première étoile Michelin, puis, en 1954, sa deuxième. Jean-Claude prend progressivement la suite de son père à partir de 1962, après avoir été diplômé d'HEC. La consécration arrive en 1973 avec 3 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, un des plus grands directeurs de salles nationaux, Jean-Marie Hanchet, poursuit l'œuvre de Jean-Claude Vrina en mettant en avant les techniques de salles emblématiques de Taïwan, le canton, les crêpes flambées et la selle d'agneau. Je vais vous expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. Donnez-moi ça, je vais vous montrer. Alors ici, j'ai des ennuis. Tout le monde a des ennuis. Mais il faut servir. Et on va servir. Alors allons-y, on va. Et je souris. Bien sûr, ce film culte pour notre profession traite le problème des postures professionnelles de manière humoristique. Pourtant, il est temps de pouvoir apprendre l'élégance à nos jeunes, qui était naturelle chez des grands professionnels de la salle comme M. Vrina. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur des préceptes de danse qui ont théorisé l'élégance du geste pour un meilleur apprentissage. J'ai comparé les gestes d'une méthode particulière, la méthode Secchetti, et je peux vous affirmer que l'élégance des gestes apprise par cette méthode correspondait déjà à l'apprentissage des gestes de découpe en salle, par exemple, dans l'histoire de notre profession. Un premier exemple, mais nous en partagerons beaucoup dans cette chaîne YouTube, c'est la position des doigts lors des gestes de service, comme celui du service d'une sauce, du maintien d'une cuillère de service ou d'un couteau de tranche. En danse classique, on explique que les doigts ne doivent jamais être collés, et on apprend aux jeunes danseuses à placer un crayon entre leurs doigts pour s'habituer à ne pas les coller entre eux. Ainsi, le spectateur, ou le client dans notre cas, aura une perception plus élégante du geste. L'art de la salaison du jambon est très ancienne. Elle est attestée sur le parvis de la cathédrale Sainte-Marie d'Oloron depuis 1120, grâce aux sculptures qui expliquent le processus ancestral. La foire au jambon se déroule à Bayonne depuis 1462. Au cours de celle-ci, chaque année est organisé le concours du meilleur jambon fermier, avec des nez qui sondent les jambons à l'aide d'une aiguille taillée dans le péroné d'un os de cheval. Jadis, les éleveurs venaient à la foire vendre leur jambon. Aujourd'hui, la confrérie du jambon de Bayonne, dont j'ai l'honneur d'être membre, a créé un concours du meilleur jambon fermier pour perpétuer cette tradition. Christian Montosé est l'un des jurys de ce concours. Maître artisan charcutier engagé dans la qualité, il a participé à la réhabilitation du produit depuis l'obtention de son IGP en 1998. Il donne à ses jambons un affinage de 12 mois minimum, alors que le cahier des charges du jambon de Bayonne n'exige que 7. Et il a créé avec 2 autres charcutiers le must du jambon basque, l'Ibayama, 18 à 20 mois d'affinage. Il nous explique comment sonder un jambon correctement. Pour cela, il enfonce cette fameuse sonde en os de cheval à 2 endroits du jambon, sous la coin du jarret, pour vérifier si le sel est bien réparti à cet endroit précis, et proche de l'os du fémur, pour vérifier s'il n'y a pas eu d'infiltration. Pour comprendre l'importance historique du jambon dans la société française, il faut se souvenir que la religion était très présente dans les campagnes, à l'image de l'Angélus de Millet. Aussi, il y avait des jours de maigre, comme le vendredi saint, qui étaient au nombre de 120 à 182 jours par an, selon les périodes historiques, et les jours de gras, comme celui du dimanche de Pâques. C'est ce jour de fête important dans l'année que se tenait la foire. Après la période de jeûne, on venait à Bayonne acheter un jambon pour la famille. Le jambon était une pièce chère et la plus précieuse des cochonailles, d'où la découpe en tranches fines. Souvent, on n'avait qu'un seul cochon dans les familles moins fortunées, et donc on devait tenir une année complète avec les produits d'un seul cochon, c'est-à-dire 2 jambons. Beaucoup de clients d'un certain âge vont très bien se souvenir de la venue du pelle-porc à la ferme et de la mée dans laquelle on plaçait l'animal. On tuait le cochon à la froidure hivernale, en janvier, en février. On n'avait pas de frigo à l'époque et c'était le froid qui conservait la viande en attendant que la quantité de sel nécessaire ait été suffisamment absorbée par la chair pour sa conservation. À Bayonne, spécifiquement dans la cuisine basque, la tranche sert aussi à la cuisine, comme l'œuf frit au jambon ou la piperade,
On utilise la tranche entière, ce qui explique la découpe très différente de celle de nos amis espagnols en copeaux. Je vais aujourd'hui vous présenter un geste de salle, la découpe d'une tranche de jambon à la française. Nous ne parlons pas de copeaux ici, mais bien de réaliser de grandes tranches très fines et entières, ce qui est notre savoir-faire. Une des raisons pour laquelle il faut faire la promotion du jambon de Bayonne auprès des restaurateurs français est qu'il est beaucoup plus moelleux et goûteux grâce à un séchage plus doux que le jambon espagnol. Alors c'est un geste assez compliqué, j'ai envie de vous dire. C'est même la plus difficile de toutes les découpes. Nous verrons plus tard que les volailles sont, à mon sens, moins complexes. Tendez un couteau de tranche à un maître d'hôtel avec un jambon, vous saurez s'il maîtrise la découpe aussitôt. J'ai retiré l'os du quasi, c'est un os qu'il faut enlever à l'aide d'une découpe circulaire réalisée au couteau de boucher. L'os du quasi est toujours laissé sur un jambon, car sinon il se créerait une cavité et l'humidité pourrait s'infiltrer. Vous remarquerez que je conserve le jambon entre 2 journées de découpe en salle en utilisant des parures de gras que j'ai prélevées lorsque j'ai retiré la couenne. Pour pouvoir effectuer la découpe en début de service, je retire ces parures et effectue une tranche. Le jambon est prêt à être tranché. L'outil indispensable pour réaliser une découpe correcte du jambon est le couteau à tranche alvéolée. Il sert uniquement pour le saumon fumé ou le jambon. Quand on a besoin de faire de grandes tranches très fines, le couteau doit être très bien aiguisé, nous verrons comment faire dans une prochaine vidéo. On peut utiliser le couteau pour placer un lito sur le pied du jambon. Le lito va servir à protéger la main, car si le couteau dérape, on peut facilement se blesser. Vous allez constater qu'il y a 3 muscles à trancher, qui chacun ont un degré d'affinage particulier. Au départ, la chair est très sèche, car elle n'est pas protégée par la couenne. Ensuite, la noix de jambon est plus humide, et enfin, la dernière partie est aussi très sèche. On place les tranches dans le plateau de service directement, à l'aide du couteau alvéolé. On va commencer par cette partie plus sèche, à l'aide de petits va-et-vient du couteau, en prenant soin de réaliser une tranche tellement fine qu'on va toujours apercevoir le couteau sous la tranche, en transparence. Ensuite, la coupe est plus facile, on attaque la noix seule. Enfin, on tranche la partie plus sèche qui n'a pas été protégée par la couenne, en prenant toujours soin de vérifier que l'on aperçoit la lame du couteau sous la tranche en transparence. Donc, pour réussir une belle tranche, réalisez des petits mouvements avec un couteau alvéolé très affûté sur les parties plus sèches, puis des mouvements plus amples sur la noix du jambon, comme si on tenait l'archet d'un violon. Et enfin, des mouvements plus petits sur la partie du jambon qui n'a pas été protégée par la couenne, en prenant toujours soin d'apercevoir le couteau en transparence sous la tranche. Nous nous étions arrêtés au lien entre les domaines artistiques et le service en salle, en particulier la musique et la manière verticale, harmonique, qui était considérée comme le summum de l'esthétique jusqu'au XVIIe siècle, un peu comme nous considérons nos techniques de salle aujourd'hui. C'est à l'arrivée de la Commedia dell'arte italienne que tout va être bouleversé, en particulier la représentation en 1752 d'un opéra italien, la Serva Padrona, par la troupe d'Eustachio Bambini. C'est l'avènement de la mélodie et l'entrée de la musique aux beaux-arts. Mais tout ne va pas se passer aussi facilement ni rapidement. Une grande controverse va opposer 2 camps entre 1752 et 1754. Les 2 camps sont le coin du roi, qui représente les anciens, et le coin de la reine, qui représente les modernes. L'affrontement est très violent, avec des insultes et même des bâtonnades. Du côté du roi, la musique de Rameau, très charpentée, nous l'avons vu, très liée à la philosophie de David Hume, que nous étudierons dans un prochain chapitre, car elle est étroitement liée à la gastronomie. C'est de cette philosophie que vient l'expression « un homme de goût ». Du côté de la reine, les écrits de Jean-Jacques Rousseau, qui milite pour cette nouvelle approche de la musique venue d'Italie, et la philosophie de Jean-Baptiste Dubos, qui va écrire un livre essentiel dans l'histoire de l'art, Réflexion critique sur la poésie et la peinture, 1719, dont Voltaire lui-même dira « c'est le plus grand livre de jamais écrit sur la question de l'art et de la beauté ». Alors, où se situent nos techniques actuelles en salle? Dans le coin de la reine ou dans celui du roi? Est-ce que ce ne sont qu'un ensemble de gestes, ou est-ce qu'elles apportent à l'œil du client une émotion, un détail dans une œuvre d'art qui fait la différence aux yeux du public? Le coin de la reine fait l'apologie de ce qui est mystérieux, difficile à cerner.
Il se pose en opposition avec les classiques, c'est l'émotion qui fait l'art. Nos techniques sont belles en photo, mais en réalité, est-ce que nos gestes sont vraiment élégants ou pas si différents de ceux des bouchers? Et concernant les cuisiniers et de cette tendance actuelle du show cooking, est-ce que l'on ne passe pas à côté des attentes non exprimées des clients? Quel est l'intérêt du cuisinier en salle si ce n'est pas pour apporter autre chose au client qu'une recette? Ce qui est certain, c'est qu'il faut que nos gestes soient beaucoup plus gracieux que ceux des cuisiniers, sans quoi ils continueront pour certains à se demander s'ils ont vraiment besoin de nous ou si l'association cuisinier-sommelier est suffisante, comme dans beaucoup de restaurants bordelais que je connais. Voici la représentation du travail de la brigade de salle dans un restaurant étoilé, dans la série France 2 Chef. Art de la table, élégance, rigueur. Sommes-nous dans la logique de Rameau ou dans celle de Bambini? Il est à 100% dans son boulot et voilà, c'est le maître d'hôtel dans toute sa splendeur. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il est toujours aux aguets. C'est parti.